14 janvier 2011, avenue Bourguiba, Tunis. Alors qu'une foule impressionnante est rassemblée, on distingue une banderole et 2 drapeaux tunisiens. Et si on se rapproche encore, on découvre des pancartes, dont celle-ci. Game over, la partie est finie. Rédigé en anglais, ce message s'adresse aux médias internationaux. Et voici ce qui se passe dans une rue adjacente. Un groupe qui brandit le portrait du révolutionnaire Che Guevara se dirige vers l'avenue Bourguiba. Dans une autre rue, un autre groupe, mais cette fois sans signe distinctif, va forcer le cordon de policiers en civil pour rejoindre lui aussi l'avenue centrale de Tunis. Vous êtes en train d'assister à la toute première manifestation de masse dans la capitale tunisienne depuis le début des événements. C'est donc une foule très diverse qui s'est rassemblée pour exiger le départ du dictateur et le faire savoir au monde entier. Une révolte naît toujours d'un accident soudain et imprévisible. Si la mobilisation ne faiblit pas, le pouvoir va alors devoir tout mettre en œuvre pour empêcher que la révolte ne s'étende au reste du pays. Car si un tel seuil est franchi, il devra alors lutter pour sa propre survie. Paris, mai 1968. Suite à une émeute complètement inattendue devant la Sorbonne. Les étudiants occupent maintenant le quartier latin depuis une semaine. Et les affrontements avec la police ont culminé au cours de la nuit des barricades, dont la violence a impressionné la France entière. On m'a expliqué qu'il y avait un mal de la jeunesse, qu'elle était incomprise, qu'il fallait faire l'effort de la comprendre, etc. Tout ça n'était sans doute pas faux. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Mais ce qui était très frappant, c'était la violence et la rapidité du mouvement. Et en 8 jours, Paris a été mis dans un désordre extrême. Le pouvoir est submergé par cette mobilisation étudiante totalement inédite. Non seulement la réponse répressive s'est révélée inefficace, mais elle a contribué à envenimer la situation. Le 11 mai 1968, le Premier ministre Pompidou, absent depuis le début des événements, rentre d'un voyage diplomatique. Et à peine débarqué, il avait déjà son discours rédigé dans l'avion, et il est allé trouver le général, et il l'a convaincu qu'il fallait faire le contraire de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire en clair, réouvrir la Sorbonne qui était fermée. Réouvrir la Sorbonne et demander à la justice de statuer très vite sur le cas des étudiants qui avaient été arrêtés durant cette nuit d'émeute. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. Le Premier ministre réagit de façon classique. Puisque la solution répressive n'a pas fonctionné, il fait des concessions, ce qui en temps normal apaiserait la situation. À ce moment-là, on a espéré que la chose allait se résoudre. Mais voici ce que l'on entend depuis quelques jours dans les usines. Il est sûr et certain que ça a sensibilisé l'opinion publique, ça c'est sûr et certain. La classe ouvrière, après tout, les matraques, elle les connaît. Quand j'ai été manifesté, je vais pas manifester, quand je vais manifester, qu'on a des gardes mobiles ou des CRS en face de nous, alors on les connaît, quoi, on les connaît. Alors il est sûr et certain qu'on apprécie à leur juste valeur ce qu'ils ont fait. Dans les ateliers, on parle désormais de se mettre en grève, en dehors de tout mot d'ordre syndical.
Dans toutes les usines, on observe le même phénomène. Les syndicats, dont le rôle est d'organiser et d'encadrer les mobilisations, sont tout simplement dépassés par une soudaine agitation ouvrière. Les syndicats sont contraints à agir, avec l'espoir de prendre le contrôle d'une situation qui leur échappe. Et c'est vrai qu'il y avait l'idée de garder le contrôle, ou de prendre le contrôle du mouvement, et nous faisons ce que nous avons toujours fait, une manif de masse. Le succès dépasse nos espérances. Nous sommes impressionnés. Bon, on peut dire 1 800 000, 500 000, peu importe les chiffres, c'est une énorme manif, on défile toute l'après-midi. Mais l'énorme manifestation du 13 mai ne permettra pas aux syndicats de reprendre la situation en main. Et c'est à partir du mardi que la CGT s'est trouvée devant ce mouvement qu'elle ne contrôlait plus dans son propre secteur. Il ne s'agissait plus des universités ou des étudiants, il s'agissait des entreprises publiques ou privées, des administrations. Dès le lendemain, mardi 14 mai, les 1800 ouvriers de l'usine Sud-Aviation de Nantes se mettent en grève et décident de la première occupation d'usine. Dès lors, les grèves avec occupation vont se multiplier. 2 jours plus tard, le 16 mai, pour ne pas être complètement débordée, la CGT est contrainte de déclencher la grève à l'usine Renault de Billancourt, le thermomètre social du pays. En fait, quand je suis arrivée ici, tout le monde sortait de tous les coins. J'arrivais au bureau syndical, tout le monde était un peu dépassé par tous ces gens-là qui sortaient. Oui. Ça tirait vachement vite et c'était un peu surprenant. Personne ne s'y attendait tellement. Là, le centre de gravité de mai 68 se déplace des universités vers les usines. C'est désormais dans les grandes entreprises françaises que ça se passe. Et à l'époque, il y en a énormément. Un mouvement social se constitue fort de millions et de millions. Ce n'est pas les habituelles dizaines de milliers, la fine pellicule des militants qui descendent dans la rue, c'est vraiment le peuple dans ses profondeurs. On en avait marre, on ne savait pas exactement, on n'avait pas encore établi exactement pourquoi on voulait occuper l'usine, mais on voulait l'occuper et tout le monde voulait l'occuper. Et on n'avait jamais rien obtenu jusqu'à présent. On a dit, bon ben, il y a une action étudiante, on va essayer de coopérer avec eux et de faire quelque chose. Finalement, peu importe que les ouvriers et les étudiants n'aient pas les mêmes motivations. Le succès des uns vient de donner aux autres une envie irrésistible d'agir à leur tour. Ils se disaient, pourquoi pas nous? Allons-y les gars. D'une certaine façon, c'était ce que nous souhaitions et nous l'avons pas vu venir. Ça s'est déclenché en dehors de tout mot d'ordre. En quelques jours, la révolte va passer de quelques milliers d'étudiants à 10 millions de grévistes. Ouvriers, employés, cadres, fonctionnaires, mais aussi les agriculteurs, les marins-pêcheurs, toutes les catégories sociales entrent dans le mouvement. La population tout entière est concernée. En s'affrontant violemment et pendant une semaine avec les forces de police, les étudiants ont bouleversé la perception des possibles dans la société française de 1968. Chacun y voit désormais l'opportunité de faire valoir ses propres revendications. C'est un phénomène irrésistible qui a pris de vitesse tous les corps constitués, l'État, les syndicats, les partis politiques. Le pouvoir a été, comme tout le monde, ballotté par les événements. En dépit des concessions accordées par le Premier ministre, la révolte s'est étendue avec une rapidité déconcertante. Pékin, avril 1989. Suite au décès du leader réformiste Hu Yaobang, les étudiants manifestent depuis 15 jours. Ils réclament des réformes politiques et un dialogue avec les autorités qui réagissent sous la forme d'un éditorial menaçant dans le quotidien du peuple. Au début, les étudiants étaient plutôt calmes, mais cet éditorial était tellement violent qu'il les a rendus complètement furieux. Nous pouvons dire qu'à partir de ce jour-là, les étudiants et le gouvernement ont été complètement opposés. Pourquoi cet éditorial du 26 avril était-il si mauvais? Deng Xiaoping avait demandé au quotidien du peuple qu'une réunion du parti soit retranscrite mot à mot. Le quotidien du peuple n'a pas osé désobéir et a publié, mot pour mot, les paroles rustres
et impoli des officiels du Parti communiste. Malgré le style, ce qui était bien clair et non raffiné, c'est la menace qu'il envoyait. L'éditorial dépeint les étudiants comme des éléments antipatriotes et antisocialistes. Ces graves accusations sont une menace d'incarcération et peut-être d'exécution pour tous ceux qui participeraient à de nouvelles manifestations. Ce faisant, le pouvoir chinois réagit de manière habituelle. 3 ans plus tôt, le dernier mouvement étudiant avait été résolu de cette façon. Dans cette situation, la décision de se battre a été prise par tous les étudiants. Ils acceptaient de faire face à cette menace. Ils ont écrit leur testament et sont tous sortis du campus. Jeudi 27 avril 1989. Choqués et humiliés, la peur au ventre, ces étudiants ont décidé de se rendre place Tiananmen, le cœur politique du pays. Première surprise, les étudiants sont chaleureusement encouragés sur leur passage par les Pékinois. Deuxième surprise, leur cortège gonfle à mesure qu'ils s'approchent de la place Tiananmen. Troisième surprise, les étudiants traversent un premier barrage de police avec une facilité déconcertante. Quand les étudiants sont sortis du campus et ont franchi les uns après les autres les barrages de police, nous étions environ 100 000 dans la rue ce jour-là, et il y avait probablement des millions d'habitants de Pékin qui se tenaient de chaque côté des rues pour nous encourager. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il s'était passé un changement psychologique. La veille, le gouvernement avait interdit la manifestation. Et le jour même, tout le monde était dans la rue. L'angoisse de la répression annoncée par l'éditorial publié la veille a disparu, laissant place à une sensation d'euphorie et de puissance. C'est aussi un changement de perception radical dont toute la Chine est témoin. Nous avons réussi à prendre un gouvernement autoritaire à son propre jeu. Il nous avait menacés pour nous faire peur, et nous l'avons pris au dépourvu à notre tour. Du coup, ils ne savaient plus comment réagir. Donc nous avons organisé d'autres activités, incluant des sit-ins, des manifestations et une pétition. Nous voulions être sûrs que le gouvernement nous entende. Mais le gouvernement n'a pas répondu du tout. Après cet immense succès, l'enjeu pour les leaders étudiants sera de faire tenir le mouvement jusqu'à une échéance que tout le monde a en tête. La visite que Gorbatchev doit débuter à Pékin dans 2 semaines. Mais certains étudiants, lassés, commencent déjà à reprendre les cours. C'est alors que les leaders étudiants trouvent une idée qui va cette fois frapper le pouvoir de plein fouet et l'obliger enfin à réagir. Nous n'arrêtions pas de discuter. Wakashi et moi, avec les autres, nous avons finalement décidé d'agir encore plus radicalement en mettant en place une grève de la faim. Une grève de la faim, pour ces étudiants, c'est un mode d'action totalement nouveau. C'est aussi un acte qui va choquer et bouleverser tous les Chinois, pour qui se priver volontairement de nourriture est totalement impensable. Les grévistes de la faim ont choisi de s'identifier avec un bandeau blanc. En se rendant place Tiananmen, ils attirent une masse de curieux, des dizaines de milliers de Pékinois qui, de fait, les soutiennent. Et puis, 10 000, des dizaines de milliers de Pékinois sur les bas-côtés, dans les rues, silencieux, nous accompagnaient jusqu'à la place Tiananmen. Oui, nous étions prêts. Nous étions prêts à mourir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens avec nous. Nous n'y avons pas pensé, et en tout cas, en ce qui me concerne, je ne l'avais pas anticipé. Ce phénomène, personne ne l'avait anticipé. Ce que les grévistes de la faim viennent de déclencher est soudain et inattendu. En l'espace de 3 jours,
plus de 500 000 personnes vont prendre possession de la place Tiananmen. Non seulement la place Tiananmen va dorénavant être occupée de façon permanente, mais le gouvernement chinois va subir une humiliation diplomatique devant le monde entier. Le 15 mai, lorsque Gorbatchev débute sa visite, les officiels doivent organiser des détours invraisemblables pour éviter à tout prix qu'ils croisent les étudiants. Du fait de leur inexpérience de la grève de la faim, les étudiants perdent connaissance les uns après les autres. Les sirènes angoissantes des ambulances retentissent sur la place Tiananmen. La population chinoise est horrifiée par les images retransmises à la télévision. Des centaines de milliers d'étudiants de province affluent maintenant à Pékin pour soutenir leurs camarades. À Shanghai, 500 étudiants débutent à leur tour une grève de la faim. Il y a des manifestations dans plus de 200 villes chinoises. Des ouvriers s'y mettent aussi, et pour la première fois, des usines cessent le travail. Toutes les catégories sociales sont désormais concernées. Le 18 mai, 1 million de personnes occupent la place Tiananmen. Et voilà, en créant un bouleversement populaire avec la grève de la faim, et en profitant de l'actualité internationale, les étudiants de Pékin viennent d'étendre leur révolte au pays tout entier. Iran, 1978. Suite à un article de journal offensant l'ayatollah Khomeini, un chef religieux en exil, le clergé chiite est entré en révolte contre le Shah. Cette révolte se déroule selon un cycle qui se répète tous les 40 jours, à l'occasion de la célébration rituelle des martyrs de la répression. Les religieux s'efforcent de rallier à leur cause les autres secteurs de la société, mais ils n'y parviennent pas. Au bout du 6e cycle de 40 jours, c'est-à-dire après 8 mois de révolte, les mobilisations religieuses finissent par s'essouffler. Entre, disons, mai et juillet 78, on a eu un sentiment que les choses se tassaient. Puis la famille impériale est partie sur la Caspienne pour les vacances. La torpeur de l'été s'est abattue un peu sur le pays. Rien ne laissait présager des mouvements de foule. À cette époque, des militants religieux s'attaquent régulièrement aux symboles de l'occidentalisation, les grands magasins, les banques et les cinémas. C'est dans ce contexte que le 19 août 1978, le cinéma Rex à Abadan, une ville industrielle d'Iran, est volontairement incendié. 477 victimes, en majorité des femmes et des enfants, sont brûlées vives. Les portes du cinéma ont été fermées de l'extérieur. L'émotion populaire est telle qu'une rumeur se met à courir sur l'identité des responsables de l'attentat. Dans une société fermée, dans un État autoritaire, et devant une police politique très très dangereuse et très équipée, toujours à la suite de chaque décès, de chaque mort suspecte, de chaque événement un peu exceptionnel, le premier accusé, c'est la SAVAK. C'est pour ça qu'en fait, on disait que c'est la SAVAK, 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 qui était l'ennemi juré de 90% de la population. C'est ça. D'abord, il y a eu une enquête qui a abouti assez rapidement, mais on a su surtout le nombre de victimes. On n'a rien fait. Il fallait mettre les drapeaux en berne. Il fallait que le roi, ou au moins la reine, beaucoup plus adaptée à ce genre de circonstances, se rende sur place pour participer à des funérailles. Il fallait organiser une cérémonie religieuse générale à Téhéran, dans une grande mosquée initiée par le gouvernement. On n'a rien fait. L'ordre a été donné à la presse de traiter l'événement comme un fait divers. L'émotion suscitée par l'incendie du cinéma agrège désormais l'ensemble des oppositions au régime. La révolte atteint Téhéran 2 semaines plus tard. Pour l'heure,
Peu importe que certains désirent instaurer le royaume de Dieu ou que d'autres rêvent de démocratie, extrême gauche, communistes, libéraux, sociodémocrates, simples citoyens, tous se joignent aux religieux pour chasser le Shah d'Iran. On pense aujourd'hui que l'attentat du cinéma d'Abadan a été perpétré par des militants proches de l'ayatollah Khomeini. Pologne, chantier naval Lénine de Gdansk, août 1980. Le licenciement d'une ouvrière qui milite pour la légalisation des syndicats libres a déclenché une vaste grève qui dure maintenant depuis 10 jours. Les ouvriers sont en train de mettre en œuvre une stratégie inédite dans l'histoire des révoltes. Une stratégie qui doit leur permettre d'éviter ça. L'écrasement par les chars soviétiques, comme à Prague en 1968. Alors cette possibilité de l'intervention était là, bien présente. Nous le savions. Cette grève pouvait très bien se terminer en bain de sang. Leur idée est simple, limiter leur révolte à la société civile. Réclamer le droit de s'organiser librement entre travailleurs au sein des usines et laisser le pouvoir au Parti communiste. Nous étions donc conscients qu'en s'enfermant, en organisant une grève, en occupant les lieux, nous mettions le pouvoir dans une situation très difficile. Parce que quand on sort dans les rues, comme nous en 1976 à Varsovie, c'est le moment où le pouvoir peut agir. Ils peuvent envoyer la police, l'armée, ils peuvent tirer. C'est une stratégie sur le fil du rasoir, dont le succès repose sur le contrôle absolu des événements. Pour éviter l'intervention armée du pacte de Varsovie, il faut cloisonner la révolte au sein des usines, contrôler les revendications et empêcher les manifestations de rue. Le 23 août, le vice-premier ministre polonais Jagielski, l'un des plus hauts responsables du pays, est contraint de venir négocier avec le comité de grève qui représente maintenant 370 entreprises de la région et 400 000 salariés. Les ouvriers ont interdit aux véhicules de la délégation de pénétrer sur le chantier. C'est donc à pied, encadré par 2 rangées d'ouvriers, que le vice-premier ministre se rend à la table des négociations. Walesa, le représentant des ouvriers, et Jagielski commencent une négociation serrée et sous haute tension, alors que le monde entier a les yeux rivés sur Gdansk, tant l'enjeu est inédit. Le droit de créer le premier syndicat libre de toute l'Europe de l'Est. Après une semaine de négociations, les ouvriers remportent une immense victoire. Pour l'instant, le droit de créer des syndicats libres n'est accordé que pour la région de Gdansk. Mais pour toute la Pologne, la perception des possibles a radicalement changé. Niezależne, samorządne związki zawodowe. Pierwszy etap wygrany, ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki Asiast, bardzo go boję. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam. Ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. C'était les gens qui vivaient avec la nuque courbée sous le régime, qui était plus ou moins conformiste, mais qui se sont sentis tout d'un coup libres. Libres au sens absolument plein de la parole, c'est-à-dire libres dans la dimension de l'action et libres de la liberté collective d'action. Évidemment, Solidarność, ce grand mouvement, est apparu sur l'ensemble du territoire national. Dans le pays entier, les gens qui criaient Solidarność voulaient avoir leur succès. Ils voulaient répéter le succès de Gdansk. C'était aussi un peu le droit de cette révolution. Cette union syndicale regroupe les nouveaux syndicats indépendants qui fleurissent partout en Pologne et dans tous les secteurs de la société. La révolte de solidarité s'étend formidablement vite, tout en restant cloisonnée au sein des usines.
En partant de Gdansk et en l'espace de 3 mois, 10 millions de salariés sur les 13 millions que compte la Pologne de cette époque adhèrent à Solidarité. En s'organisant et en limitant strictement le champ de leurs revendications, les ouvriers polonais ont fait mettre un genou à terre à une dictature, sans la moindre effusion de sang. Désormais, plus rien ne semble pouvoir arrêter le mouvement Solidarité. Tunisie, décembre 2010. L'immolation de Mohamed Bouazizi, un marchand ambulant de Sidi Bouzid, a déclenché une révolte qui s'étend maintenant aux localités voisines. Les jeunes s'attaquent aux symboles du pouvoir et notamment aux postes de police. La police répond par des tirs à balles réelles. Et il y a des morts. La vague de contestation passait de préfecture en préfecture à une très grande vitesse. Les avocats, les activistes des droits de l'homme, ainsi que la base du principal syndicat de Tunisie, l'UGTT, qui regroupe pas moins de 500 000 membres, tentent à la fois d'attiser et d'encadrer le mouvement. S'il existe une tradition contestataire à la base du syndicat, la direction nationale entretient au contraire une grande connivence avec le pouvoir en place. Son secrétaire général, Abdesalem Jrad, un personnage charismatique reconnu dans toute la Tunisie, a même officiellement soutenu la dernière candidature de Ben Ali en 2009. Le 25 décembre 2010, à Tunis, un premier rassemblement est organisé devant le siège de l'UGTT. Et les gens nous regardaient et ne comprenaient rien. Pour eux, c'était comme si nous étions des extraterrestres parce que personne n'ose scander de slogans contre Ben Ali dans la rue. Donc les gens étaient quelque part effrayés, étonnés. La première période était pas évidente à vivre parce qu'il y avait encore beaucoup la peur, beaucoup. C'est-à-dire on avait même peur d'aller sur Facebook parce qu'on ne savait pas trop comment on était surveillé. Je me rappelle la première période, donc du 17-18 jusqu'à, allez, on va dire, je ne me rappelle pas exactement, mais fin décembre, 25-26, on était beaucoup plus à regarder les vidéos. Je ne partageais pas. Donc c'est important, parce que la peur était là. Le 28 décembre 2010, alors que des émeutes sanglantes continuent en province, Ben Ali se rend au chevet de Mohamed Bouazizi. Il reçoit ensuite la mère et la sœur de Bouazizi, et comme à son habitude, il propose de l'argent en dédommagement. Par ces deux actes de communication, Ben Ali espère calmer les esprits. Mais dans les jours qui suivent, la révolte va au contraire franchir plusieurs seuils critiques. Le 3 janvier, une émeute dégénère dans la ville de Tala, où 250 personnes attaquent le siège du parti au pouvoir. Le 6 janvier, ce sont tous les avocats du pays qui se mettent en grève. Le 8 janvier, une seconde personne s'immole par le feu à Sidi Bouzid. Les 8 et 9 janvier, au moins 23 personnes sont tuées par balles dans le pays. La révolte franchit un nouveau seuil le 12 janvier, lorsque l'UGTT organise la première grève massive à Sfax, la capitale économique du pays. Et la manifestation qui s'est tenue le 12 à Sfax était sans précédent dans l'histoire de la Tunisie. Le nombre des manifestants variait selon, comme vous savez, entre 60 000 et 100 000 personnes. Une grève impressionnante. Certains pensent que c'est la grève qui a déstabilisé Ben Ali. Si l'immense succès de la grève de Sfax contribue à déstabiliser le régime, c'est surtout la prise de parole du secrétaire régional de l'UGTT qui va marquer les esprits ce jour-là. للمجتمع المدني وخلطنا مع المحامين واحنا مضطرين مع اخواننا المحامين اللي
Ce dirigeant de l'UGTT vient de mettre fin à la collusion de son syndicat avec le pouvoir, et c'est un bouleversement complet, perçu comme tel dans toute la Tunisie. C'est le 12 où tout a basculé, finalement, d'un point de vue populaire, dans l'esprit des gens. Pour la première fois depuis le début de la révolte, une grève générale est programmée à Tunis pour le vendredi 14 janvier 2011. La veille de la grève, Ben Ali fait un discours télévisé dont la forme va déconcerter tous les Tunisiens. Dans l'espoir de se rapprocher des gens, il ne s'adresse pas à eux, comme de coutume, en arabe littéraire. Ce soir-là, il parle le dialecte tunisien. أتكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. أتكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير عميق. نعم تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم. نعم أنا فهمتكم. فكفاء عنفا. الكرتوش مش مقبول. ما عندوش مبرر. إلا لا قدر الله حد يحاول يفك سلاحك. Quand j'ai remarqué qu'il a changé de ton, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je pensais que les Tunisiens allaient le croire. Et puis, même avant qu'il ne finisse son discours, les gens du RCD, ses supporters, étaient déjà dans la rue en train de klaxonner. Location. Osman, Hassan. 5 كلاب location بعضهم يزمروا حصلوا. Ce Tunisien est en train de découvrir que ce concert de klaxon n'a rien de spontané. Il s'agit d'une manifestation de joie populaire fabriquée de toutes pièces par le pouvoir. Et c'était un coup orchestré parce que ça se voyait trop. Parce que les gens sont sortis avant même que le discours ait pris fin. Ils n'étaient même pas synchronisés par rapport au timing du passage du discours. Enfin, on ne peut pas fêter une bonne nouvelle avant de la savoir. Donc ils étaient en train de fêter une pseudo-bonne nouvelle avant même de savoir ce qu'il était en train de dire. Donc on savait, ça nous a énervés. Moi je pense que sur le plan émotionnel, je ne me suis jamais sentie aussi... j'avais une colère qui était juste... surdimensionné, mais après je me disais qu'il fallait qu'on se calme un peu parce qu'il était encore en train de parler. Et puis il n'était pas du tout synchronisé son propos. Moi dans mon quartier, lui quand il disait il faut cesser le feu, à 2 rues de chez moi, ça tirait encore. Je me disais il y a un truc il y a un manque de communication, ils sont en train de tomber là, il y a quelque chose qui va mal. Les promesses de Ben Ali et la grossière tentative du parti au pouvoir ne parviennent pas à enrayer la mobilisation. Le 14 janvier, même des gens qui n'ont jusqu'à présent jamais manifesté décident de franchir le pas. Et je me rappelle à côté, donc j'ai rejoint la manif à côté de la cathédrale de Tunis et j'ai commencé à marcher. Il y avait quand même, la foule commençait à se construire et j'arrivais pas à crier au début. J'avais un nœud ici, j'arrivais pas à exprimer. Et c'est en arrivant peut-être un peu plus loin que le théâtre, donc on va dire aller 300 mètres, 200, 300 mètres, que j'ai pu crier un mot. Et ensuite, devant le ministère, bon là, ça partait dans tous les sens et je me suis lâché et là, on m'a crié pendant des heures. On est libre, on est libre, on est libre. Filmez-nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Pas la terreur, pas le dictateur. Avec cette mobilisation massive devant le ministère de l'Intérieur, qui est aussi un centre de torture et l'endroit le plus craint de toute la Tunisie, la révolte franchit un nouveau seuil. Parmi ces manifestants, on retrouve ici des avocats, des syndicalistes de l'UGTT, mais aussi des jeunes chômeurs, des chefs d'entreprise, des apolitiques, des islamistes et des communistes.
En d'autres termes, toute la société civile. Et voilà comment une révolte, partie de Sidi Bouzid, modeste ville de province, s'est étendue en quelques semaines à la société tunisienne tout entière. Pour passer d'une dictature à une démocratie, il faut une période difficile, il faut du sang. Il y a eu 90 morts à peu près, il y a eu au moins 1000 blessés. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. Se révolter est toujours un acte coûteux et dangereux. C'est pourquoi l'extension d'une révolte à toute la société n'est ni prévisible, ni systématique. C'est même un phénomène exceptionnel. La révolte s'étend toujours suite à des événements inattendus et soudains qui vont bouleverser les perceptions d'autres acteurs dans d'autres secteurs de la société. Ceux qui se joignent alors au mouvement se saisissent en fait d'une mobilisation amorcée par d'autres. Ils y voient une soudaine opportunité pour agir à leur tour. Ils le font pour leurs propres raisons et y apportent leurs propres revendications. Et c'est ainsi que la révolte peut se délocaliser et s'étendre. Le pouvoir, qui jusqu'à présent a réagi de façon classique et habituelle, va devoir rapidement tenter autre chose pour espérer mettre un terme à la révolte. En France, l'extension de la révolte a pris des proportions absolument inouïes. Seules les forces de l'ordre et la haute fonction publique semblent épargnées par le mouvement. Le 24 mai 1968, le chef de l'État va prendre pour la première fois la parole depuis le début de la révolte. La crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation. Si par un oui massif, vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics, et je l'espère, le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun. Il a dit n'importe quoi! Il a dit n'importe quoi! Comme solution de sortie de crise, le général vient de proposer un référendum sur une question totalement confuse et en complet décalage avec la réalité de la situation. Et puis alors, ça a été une seconde nuit d'émeute, on a tenté de donner assaut à l'hôtel de ville de Paris, on a donné assaut à la bourse, on a même mis le feu à la bourse, et il y a eu toute la nuit des poursuites entre manifestants et police. Bilan, 1 mort, 500 blessés, 800 arrestations. Mais la violence de la réaction à l'intervention du chef de l'État n'est pourtant pas le phénomène le plus étonnant. Le plus surprenant est que la décision présidentielle, qui en temps normal représente l'autorité absolue sur l'appareil d'État, ne va tout simplement pas être mise en œuvre par les ministres concernés. Cet attentisme au plus haut niveau de l'État peut désormais s'observer dans toutes les strates de l'administration. Des gens qui n'obéissaient plus. Qui d'ailleurs ne mettaient pas souvent, ne contestaient pas les ordres qu'on leur donnait. Ils disaient bien, mais ils ne faisaient rien. En France, les chaînes hiérarchiques sont en plein délitement et l'appareil d'État est en train de vaciller de l'intérieur. Dans la Chine de 1989, le pouvoir est exercé de façon collégiale. Li Peng, le Premier ministre. Deng Xiaoping, l'ancien secrétaire général du parti, aujourd'hui président de la commission militaire centrale. Et Zhao Ziang, le secrétaire général du Parti communiste. Si Deng Xiaoping et Li Peng sont partisans de la plus grande fermeté face à la révolte, Zhao Ziang avait au contraire admis dès le 4 mai que les demandes des étudiants étaient en partie légitimes. Nous avons senti la division dans le gouvernement quand Zhao Ziang a fait son discours public le 4 mai.
Il recevait des invités étrangers et le discours a été ensuite publié dans le journal. Autrement dit, il y avait dans le Parti communiste un côté réformateur et un côté conservateur, même si c'était une posture. Cela était très important. Le 16 mai, lorsque Zhao Ziang rencontre Gorbatchev à Pékin, il fait porter la responsabilité du désordre sur Deng Xiaoping. Deng Xiaoping et Li Peng sont fous de rage. Non seulement Zhao Ziang vient de briser la collusion au sommet de l'État chinois devant un étranger, mais en plus, dès le lendemain, les manifestants s'engouffrent dans cette brèche et dirigent leur slogan directement contre Deng Xiaoping. En Chine, le pouvoir apparaît désormais comme divisé en deux camps, et c'est alors que va se produire un autre événement. Le 18 mai, le Premier ministre Li Peng a convoqué les leaders étudiants au palais de l'Assemblée du peuple pour leur infliger une remontrance publique. Alors qu'en raison de leur grève de la faim, certains, comme Wer Kai-shi, sortent juste de l'hôpital. Ce discours d'ouverture, je m'en souviens très bien. J'étais assis au premier rang et Wang Dan était juste à côté de moi. Nous nous regardions et je me disais, il faut l'interrompre. Et le gouvernement n'a pas ordonné à la télévision de censurer ce passage. Et cette scène a été diffusée dans toute la Chine et dans le monde entier. Le fait qu'un étudiant engueule publiquement le Premier ministre chinois n'est pourtant pas le phénomène le plus étonnant. Le plus surprenant est que cette émission enregistrée soit diffusée le soir même à la télévision. Soit l'ordre de le censurer a été donné mais non exécuté, soit, pire encore, aucun ordre n'a été donné. Ceci est une preuve patente de l'incapacité du pouvoir à juger d'une situation qui semblait pourtant évidente. L'appareil d'État montre maintenant des signes de délitement. Iran, 27 août 1978. Suite au drame du cinéma d'Abadan, le Shah nomme un nouveau Premier ministre, Jafar Sharif Emami. Pour la première fois, et en signe d'apaisement, il décide d'autoriser une manifestation le 7 septembre. Or, non seulement cette manifestation est un immense succès, mais on y entend pour la première fois le slogan « République islamique ». En réaction, le Shah va décider d'interdire tout rassemblement et de proclamer la loi martiale dans la nuit du 7 au 8 septembre 1978. La loi martiale est déclarée. L'armée entre en jeu, le général Oveissi est nommé gouverneur militaire de Téhéran, et aussitôt après, le bruit court qu'un nouveau rassemblement, une nouvelle manifestation va avoir lieu place Jaleh, une place au centre de Téhéran, non loin de l'Assemblée nationale. Immédiatement, le gouvernorat militaire de Téhéran, donc le général Oveissi, déclare dans un communiqué « Tout rassemblement de plus de 2 personnes est interdit ». Le 8 septembre, 5000 irréductibles ont décidé de braver l'interdiction. Et l'armée réagit. La répression tourne au carnage. Environ 200 personnes sont tuées. Mais l'émotion populaire est telle que l'on parle à l'époque de plusieurs milliers de morts. Et à ce moment-là, on gardait des cadavres sous la glace parce que les familles avaient peur que si on laissait les cadavres entre les mains des services de funérailles, la SAVAK était en mesure d'identifier la victime et venir chercher la famille. En Iran, ce jour va désormais porter le nom de Vendredi noir.
La ligne politique incompréhensible du pouvoir, qui alterne concession et répression, est la cause directe de ce terrible dérapage de l'armée iranienne. Et c'est aussi le signe de la profonde confusion dans laquelle se trouve désormais l'État iranien. La révolte de solidarité a aggravé la situation économique de la Pologne, qui est maintenant au bord du gouffre. Mais du point de vue du pouvoir, il y a pire. En quelques mois, un quart des adhérents du Parti communiste, soit 700 000 personnes, sont également devenus membres de Solidarité. Donc ces gens du parti ont commencé à s'organiser au niveau interne, justement en souhaitant réformer le parti de l'intérieur. Oh, cela nous posait un problème très gros, parce que nous savions que l'intervention des soviétiques en Tchécoslovaquie a commencé justement au moment où les soviétiques se sont rendus compte que le Parti communiste et ses structures se décomposaient de l'intérieur. C'est dans ce contexte que le général Jaruzelski, déjà ministre de la Défense, est nommé Premier ministre le 10 février 1981. Jaruzelski propose immédiatement une suspension du droit de grève de 2 mois, le temps de rétablir la situation économique du pays. Mais lorsqu'il demandera son soutien au Parlement, d'habitude une simple formalité, il devra menacer de démissionner pour l'obtenir. Quelques mois plus tôt, un tel bras de fer avec les députés aurait été inconcevable. C'était le Parlement élu avant Solidarność. En principe, il aurait dû être totalement obéissant au Parti communiste. Mais il s'est révolté. Les divisions au sein d'un Parlement habituellement monolithique qui paralyse les actions du pouvoir sont le signe que l'État polonais commence à se désintégrer. En Tunisie, le 28 décembre 2010, Ben Ali avait prononcé un premier discours télévisé pour réagir aux événements de Sidi Bouzid. ونتقبل التحديات التي يطرحها علينا لتشغيل هذه النسبة المرتفعة من حامل الشهادات ضمن طالب الشغل. Quand tout à coup, عبر مختلف آليات التشغيل وبرامجه. ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فإنه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل. تفاؤل شعب متعلم. Le téléphone de Ben Ali va sonner pendant plus d'1 minute et l'intervention télévisée du dictateur passe du solennel au ridicule. Non seulement cette sonnerie impromptue brouille la parole de Ben Ali, mais surtout, elle signifie à tous les Tunisiens l'état de confusion qui règne au sommet du pouvoir. Mais cela ne va pas s'arrêter là. Mon père occupait le poste de chef de la garde nationale, commandant de la garde nationale sous le régime de Ben Ali. En Tunisie, ce sont à la fois la police dans les villes et la garde nationale dans les zones rurales qui sont en charge du maintien de l'ordre. Tous ceux qui étaient concernés par ça se réunissaient pour trouver donc des solutions et pour gérer cette situation de crise. Et on propose justement d'échanger les uniformes de la garde nationale, donc de donner des uniformes de la garde nationale aux policiers. Pourquoi? Parce que la garde nationale, jusque-là, était bien vue. L'idée même de maquiller la police en garde nationale nous montre à quel point l'improvisation et le désarroi s'installent dans les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Le 31 décembre 2010, le commandant de la garde nationale prend l'initiative de donner l'ordre suivant. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser les gaz et les armes, quel que soit le degré d'affrontement. Par cet ordre, qui s'applique à 80% du territoire tunisien, le commandant de la garde nationale se désolidarise du pouvoir. Et c'était très dangereux, parce qu'il n'avait pas l'approbation de Ben Ali. Il n'avait pas l'approbation du ministre de l'Intérieur. Mais si l'ordre est appliqué à certains endroits, il ne l'est pas à d'autres. Cette directive n'empêche pas les dérapages et les morts par balles. Et donc là, on ne savait plus qui faisait quoi ou qui donnait l'ordre, quel genre d'ordre pouvait être donné.
C'était la première fois que je voyais mon père dans un état pareil, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui ne se laissait pas déstabiliser facilement. Je l'ai vu dans tous ses états. Il était dépassé et je pense que tous les autres responsables étaient plus ou moins dans le même état. Passé le seuil de l'extension, la révolte entraîne toujours le délitement de l'appareil d'État. La collusion entre les dirigeants se désagrège et des divisions peuvent apparaître publiquement, même au sein de pouvoirs qui semblaient monolithiques. Du sommet à la base de l'État, les fonctionnaires agissent de plus en plus en fonction de stratégies personnelles où entrent en ligne de compte leurs propres doutes, leurs propres craintes et leur propre sens de l'opportunité. Leur comportement s'individualise. C'est pour cette raison que certains ordres évidents ne sont pas donnés et que d'autres ne sont jamais transmis ou appliqués. C'est également pour cette raison que certains vont rester les bras croisés alors que d'autres vont prendre des initiatives personnelles totalement inhabituelles. Les commandes du pouvoir sont désormais détraquées alors même que la révolte va entrer maintenant dans une nouvelle phase. En France, les communistes et les syndicats vont jouer la collusion avec le pouvoir pour tenter de reprendre le contrôle des événements. En Chine, la population de Pékin va bloquer les convois militaires qui ont reçu l'ordre de vider la place Tiananmen. En Iran, l'armée va apparaître comme de plus en plus dépassée et les cas de désertion vont se multiplier. En Pologne, Walesa et la direction de Solidarité vont s'épuiser à arrêter les grèves sauvages qui éclatent partout dans le pays. À Tunis, l'armée va se déployer devant quelques bâtiments officiels tout en affichant ostensiblement sa neutralité. Et partout, la situation va basculer dans le chaos le plus total.